La meilleure façon de visiter l'état du Minas Gerais au Brésil, c'est d'emprunter les moyens de transport traditionnels. Un voyage à toute vapeur pour tous ceux qui affectionnent les locomotives anciennes et les bateaux d'époque. Les Brésiliens sont de grands nostalgiques, du moins dans leur manière de voyager. Sinon, comment expliquer leur engouement pour Pirapora, cité qui ne présente aucun attrait particulier? C'est que la vie de cette petite ville est étroitement liée aux bateaux de légende accostés sur le bord du fleuve São Francisco qui la traverse. Ce vieux vapeur porte le nom de Benjamin Guimarães. Il n'a pas pris une ride depuis un siècle et à condition d'être abondamment huilé et graissé, les multiples pièces de sa machinerie continuent à remplir vaillamment leur mission. Sa puissance de 120 chevaux vapeur actionne une roue à aube. Une fois mise en mouvement, la croisière peut commencer. En descendant le courant, ce vénérable bâtiment peut atteindre une vitesse de pointe de 18 km/h. À contre-courant, en revanche, elle ne va pas au-delà des 6 à 8 km/h. Le Brésil est le pays le plus vaste d'Amérique latine. L'État du Minas Gerais, situé au sud-est du territoire, a une superficie supérieure à celle de la France. C'est dans le sud de cet État que le Rio São Francisco, l'un des principaux fleuves du pays, prend sa source, avant de remonter vers le nord-est du Brésil et de se jeter dans l'océan Atlantique. La chaudière de ce bateau à vapeur, qui parcourt le fleuve depuis 1920, consomme 1 mètre cube de bois d'eucalyptus par heure, de quoi donner du fil à retordre aux 2 hommes chargés de l'approvisionner. Pour transformer l'eau du fleuve en vapeur, il faut une température de 840 degrés. À 60 ans révolus, le premier chauffeur, Francisco Amancio, a de quoi être fier de son travail. Il y a 20 ans, je travaillais pour la Franav, l'entreprise qui possédait le Benjamin Guimarães. Maintenant, je travaille pour la municipalité de Pirapora, qui organise les sorties touristiques à bord du bateau. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille ici, et j'espère continuer encore longtemps. J'aime beaucoup mon métier et mes collègues. J'aime énormément ce que je fais. En 1913, le vapeur réalise son voyage inaugural sur le Mississippi. Il circule pendant quelques années sur l'Amazone, jusqu'à ce qu'une entreprise de Pirapora le rachète en 1920. Depuis, il navigue exclusivement sur le Rio São Francisco et porte le nom de son acquéreur de l'époque, Benjamin Guimarães. Les croisières durent au moins une journée, parfois plusieurs. Une cuisine et 12 cabines sont prévues pour accueillir les voyageurs. Une fois à bord, il n'y a plus qu'à savourer le calme et se laisser porter au gré du paysage qui défile. Le bateau lui-même vaut le coup d'œil. Lorsque les machines sont en marche, les 2 hommes chargés de l'alimenter n'ont pas de temps à perdre, même s'ils se réservent toujours un moment pour faire découvrir aux plus curieux les mécanismes d'une autre époque. Tout comme ses collègues, Jason Batista Ferreira se passionne pour les vieilles machines. J'occupe ce poste depuis 1976. J'ai suivi une formation de machiniste, puis de machiniste en chef. C'est le poste le plus élevé. Je suis très fier de travailler sur une machine aussi ancienne. Elle tourne à merveille. Mon arrière-grand-père travaillait déjà sur ce moteur, au même poste que moi. Il était machiniste en chef, comme mon oncle.
Maintenant, j'ai pris le relais. C'est un bateau magnifique qui fait partie du patrimoine historique. Et c'est un plaisir de travailler à son bord. Au bout de 2 heures de voyage, le premier embarcadère est en vue. Après des mois de sécheresse, le niveau du Rio São Francisco est au plus bas. Accoster n'est pas chose facile, surtout avec un bateau de 200 tonnes dont le tirant d'eau fait 1,5 m. Mais les 12 membres de l'équipage ont l'habitude. Après quelques minutes de manœuvre très élaborées, les passagers peuvent mettre pied à terre. À quelques mètres de la rive, la basilique Bon Jésus de Matosinhos, l'une des principales attractions qui jalonnent le fleuve. Le spectacle ne manque pas de fasciner les jeunes explorateurs. Il faut dire que la vision de cette bâtisse, construite au milieu du XVIIIe siècle et dont les ruines sont portées par l'enchevêtrement des racines d'un seul arbre, a de quoi impressionner. Le guide du bateau explique que cette église a été érigée par des esclaves africains, comme beaucoup d'autres datant de cette époque. Aujourd'hui, plus personne ne saurait dire si la construction a pu être achevée. Une chose est sûre, même si ce gaméléra, cet arbre de la famille des ficus qui pousse précisément là, n'est que le fruit du hasard, l'effet est garanti. Un dernier coup d'œil à la chair encore bien conservée, et il est temps de retourner à bord. Dans les cuisines, on s'affaire à la préparation du déjeuner. C'est bien connu, les Brésiliens ont un bon coup de fourchette. Les 2 cordons bleus, Cecilia Santiago dos Santos et Julia de Castro, font partie de l'équipage depuis des années. Malgré l'exiguïté des lieux, elles réalisent ensemble de véritables prouesses culinaires. Ces aumônières farcies, les pastéis, sont très appréciées et souvent servies en guise d'anca ou d'amuse-bouche. Au menu, un magnifique buffet composé de salades, de légumes, de riz, de pommes de terre, de poissons et de viande. Le repas de midi est en supplément, mais ce serait une erreur de s'en priver. Les cabines sont simples et fonctionnelles. Depuis quelque temps, les croisières de plusieurs jours se font rares pour le Benjamin Guimarães. Aujourd'hui, les croisiéristes veulent du confort haut de gamme. Le bateau étant classé monument historique, son propriétaire ne peut, à son grand regret, procéder aux aménagements nécessaires. Pour rencontrer le capitaine, une petite visite sur le pont s'impose. Il s'appelle Johan Waltermi Pereira Vargas et il est âgé de 47 ans. Je suis très fier d'être le capitaine du Benjamin Guimarães, parce que c'est un bateau unique en son genre. Moi, j'ai commencé comme marin et aujourd'hui je suis capitaine. C'est vous dire comme je suis fier. Il ne faut pas croire que la navigation va de soi avec tous ces bancs de sable. On manque de pluie en ce moment. Il faut rester très concentré parce que si on s'enlise ici, c'est difficile pour s'en sortir. Les eaux sont peu profondes à cette époque de l'année. Je dois rester vigilant, sinon ça peut être dangereux. Le prochain embarcadère, celui de São Romão, est déjà en vue. Cette petite ville typiquement brésilienne est située directement au bord du Rio São Francisco. 10 000 âmes vivent ici, dans de minuscules ruelles jalonnées de maisons bigarrées. On y trouve plusieurs églises. En effet, 90% des Brésiliens sont chrétiens, catholiques pour la plupart. Mais la petite ville possède également sa propre attraction, la plus ancienne église du Brésil. Candida Dionisia, qui se présente au poste de maire, s'est donné pour mission d'enseigner à la jeune génération l'importance de ces vieux murs.
Elle explique aux enfants les origines de leur ville qui a commencé en 1719 avec la construction de l'église de Notre-Dame du Rosaire, qui est donc le plus ancien bâtiment de São Romão. Começou a ser construída a partir do ano de 1719, né? Então, a partir daí começa. Pour remonter le fleuve et regagner Pirapora, le bateau à vapeur doit déployer des efforts considérables. À son bord, les jeunes voyageurs sont ravis de leur journée. C'est magnifique. Regardez ce paysage, c'est superbe ici. C'est la première fois que je prends ce bateau. Il fait très beau, tout est parfait. C'est très agréable. On peut se détendre. C'est une sortie que je conseille à tout le monde. Ça permet d'échapper un peu au rythme effréné de la ville. La découverte du 5e État du Brésil se poursuit en voiture. De part et d'autre de la route, la forêt atlantique s'étend à perte de vue. Diamantina se trouve à 5 heures de route de Pirapora. Comme son nom l'indique, il s'agit de la ville des diamants et de l'or. Diamantina est située à environ 1200 mètres d'altitude. Comme la plupart des villes minières, elle a été construite à flanc de coteau. Ces 250 dernières années, Diamantina a peu évolué. En 1999, son centre historique a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bleu et blanc, les couleurs fétiches des colonisateurs portugais qui ont contrôlé le pays pendant près de 300 ans, jusqu'en 1821. L'actuelle population brésilienne est le résultat de plusieurs siècles de brassage ethnique entre les centaines de milliers d'esclaves et d'immigrants européens qui ont afflué dans le pays. Ce sont les chercheurs d'or et de diamants de jadis, les garimpeiros, qui ont fait la richesse de la ville. Belmiro Luiz Nascimento, 49 ans, perpétue la tradition héritée de ses ancêtres. Je suis chercheur de diamants, de profession et de cœur. Je suis très fier de faire partie intégrante de la ville de Diamantina, qui doit son nom et sa renommée à ces pierres magnifiques que l'on trouve dans la région. Ici, la recherche des diamants est tout un art. Ces pierres font le bonheur des rois et des reines du monde entier. C'est un honneur pour moi de perpétuer cette tradition vieille de 200 ans. Je fais partie de ce monde fantastique qui a permis la rencontre entre l'homme et le diamant. Notre famille a près de 2 siècles d'histoire. J'ai souvent l'occasion de partager ces moments avec des amis, comme lui, qui font le même métier. Aujourd'hui, Diamantina compte encore une quarantaine de chercheurs de diamants professionnels. Comme Belmiro Luiz Nascimento, la plupart viennent tenter leur chance dans le lit du Ribeirão do Guinda. Nous sommes en train de préparer le sable que l'on a extrait dans la région, dans ces trous que l'on appelle des chaudrons. Ce sont des formations très particulières qui peuvent atteindre 4 mètres de profondeur. Le sable doit être préparé avant d'atteindre l'étape finale, le passage au tamis. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est une présélection.
À l'instar de ses amis et collègues, Belmiro Luis Nascimento parvient à nourrir sa famille grâce à cette méthode traditionnelle et respectueuse de l'environnement. Les pierres sombres, plus lourdes, restent à la surface. C'est là que des diamants peuvent se dissimuler. Il y a quelques jours, Belmiro a fait cette magnifique découverte. Coupée du monde, Diamantina compte parmi les villes coloniales les moins visitées du Brésil, bien à tort. Mais d'autres villes de Minas Gerais méritent aussi le détour. Contrairement à Diamantina, elles se trouvent tout au sud de Belo Horizonte, l'actuelle capitale de l'État. Leurs noms, Congonhas, Tiradentes et Ouro Preto. La suite du voyage le confirme. Le Minas Gerais n'a pas usurpé son rang de 3e État le plus riche du Brésil. Au cours des dernières décennies, d'immenses champs d'eucalyptus ont été plantés ici. L'eucalyptus est un arbre à croissance rapide. Il peut être abattu au bout de 7 ans seulement. Puis il repousse et peut être encore abattu 2 fois à 7 années d'intervalle. Les fourneaux des usines sidérurgiques et des fabriques d'aluminium sont alimentés par un charbon de bois fabriqué à partir de ces arbres. Mais cette industrie galopante nécessite le sacrifice de vastes portions de terre. La petite ville industrielle de Congonhas doit sa notoriété à l'œuvre d'Antonio Francisco Lisboa. Sous le colonialisme, il a été l'architecte et le sculpteur le plus créatif du Brésil. Il est plus connu sous le nom d'Aleijadinho, littéralement le petit infirme. Une grave maladie l'ayant privé des nerfs de ses membres, il fallait qu'il sculpte avec ses instruments attachés à ses mains. Ce handicap ne l'a toutefois pas empêché de réaliser les plus célèbres sculptures du Brésil. Les 12 prophètes, entièrement taillés dans la stéatite, se dressent aujourd'hui encore devant la basilique de Congonhas. Né en 1738, Aleijadinho était alors âgé de plus de 60 ans et déjà gravement touché par la maladie. Les ornementations du portail de la basilique du Bon Jésus ont été réalisées par un élève du grand maître. Les 6 chapelles du parvis, elles, sont signées Aleijadinho. Chacune d'entre elles abrite 1 ou 2 scènes de la Passion du Christ, toutes sculptées dans le bois. Ici, la scène. Cette bourse appartient à Judas, le traître. Prochaine étape, São João del Rei, dont le centre historique est également placé sous la protection des monuments. São João del Rei porte elle aussi la marque d'Aleijadinho. Le grand architecte y a réalisé la plus belle église de la ville. Mais son bâtiment le plus connu, c'est sans conteste celui de la gare. Il est le point de départ d'un autre voyage, lui aussi placé sous le signe de la nostalgie. Les visiteurs affluent surtout le week-end, parfois de très loin, pour emprunter la vieille voie ferrée qui mène jusqu'à Tiradentes. « 16 locomotives à vapeur se relaient 4 par 4.
Ces vieilles dames, âgées de plus d'un siècle, sont toutes l'œuvre du fabricant américain Baldwin. Autrefois, ces locomotives fonctionnaient au bois d'eucalyptus. Aujourd'hui, elles marchent au diesel. Avec un écartement des rails de 76 cm, il s'agit d'un chemin de fer à voie étroite. Jadis, 700 km de rails parcouraient le Minas Gerais. De ce vaste réseau, ne subsistent plus que les 13 km qui séparent São João del Rei de Tiradentes. Le voyage inaugural de cette voie ferrée remonte à 1881. À cette époque, l'industrie textile commence à s'implanter dans la région. Il est donc indispensable de développer le transport de marchandises. Il faudra attendre l'année 1990 pour que la voie ferrée soit ouverte au transport de voyageurs. Maria Fumaça, les maris fumants. C'est le surnom affectueux que les habitants de la région ont donné à ces locomotives. 1 heure suffit à traverser la vallée de la Serra de São José, un des plus anciens sites d'extraction de l'or au Minas Gerais. Un voyage plutôt confortable, à bord d'un train qui dépasse rarement les 30 km/h. L'aller-retour coûte environ 17 €. Place assise garantie. Depuis que le train va jusqu'à Tiradentes, le nombre de visiteurs a doublé. Je n'avais jamais fait un voyage comme celui-là avant. Pourtant, j'ai déjà fait des tas de voyages en train au Brésil. J'aime tout ce qui est ancien et c'est formidable de voyager comme on le faisait à l'époque et de découvrir tous ces types d'architecture différents. On se croirait à une autre époque. On a l'impression d'avoir fait un voyage dans le passé. C'est une sortie très agréable. À environ 2 km de Tiradentes, le train traverse un pont d'une centaine de mètres, le plus long du trajet. En gare de Tiradentes, le conducteur annonce son arrivée avec force klaxon. En l'absence de barrière au passage à niveau, c'est plus prudent. Une journée animée attend les visiteurs dans la ville coloniale. De son côté, le conducteur de la locomotive a tout juste le temps de souffler. Je m'appelle Alexandre Augusto. Ça fait 10 ans que je conduis la Maria Fumaça. Je transporte des touristes entre São João del Rei et Tiradentes. Je suis très fier de travailler avec cette locomotive qui vient de fêter ses 100 ans. Le métier de conducteur de locomotive à vapeur est rare de nos jours. Mais grâce à ce train, on maintient la tradition et l'existence de notre profession. Tous les enfants et tous les adultes que l'on transporte sont fascinés par le fonctionnement de cette locomotive centenaire, encore en parfait état de marche. On va lui faire demi-tour. Entièrement effectuée à la main, cette manœuvre demande une bonne dose de doigté, mais également de la force. Paysage de carte postale et charme colonial.
Deux attraits qui ne se marient jamais aussi bien qu'à Tiradentes. Perchée à 1000 mètres d'altitude, cette petite ville compte 7000 habitants. À l'origine, Tiradentes s'appelait Arraial da Ponta do Morro, littéralement « petit village sur la colline ». À la fin du XVIIIe siècle, elle a été renommée en l'honneur du chef du premier grand mouvement indépendantiste du Brésil. Exécuté par la couronne portugaise, Tiradentes reste considéré comme un héros national. Le soir venu, autochtones et visiteurs se retrouvent sur la place du marché pour finir la journée en beauté. Après tout, que serait le Brésil sans la samba? Enrolo a minha vida num carretel quebrado de pipa, mas faz assim mesmo que o pensamento não grita. Sou rio desencapado de outros carnavais, do laço embigudado e arremato o ponto, vazando argumentos a cada meio tom. Le soleil se couche sur la route qui mène vers Ouro Preto, le joyau colonial du Minas Gerais. Située au pied d'une chaîne de montagnes qui culmine à 1200 mètres, c'est la ville historique aux rues les plus escarpées de tout l'État. Une légende raconte les origines de son nom qui signifie « or noir ». À la fin du XVIIe siècle, dans un cours d'eau tout proche, un aventurier découvrit quelques éclats d'un étrange métal noir. Il s'avéra qu'il s'agissait d'or et que ce gisement était le plus important du nouveau continent. Ouro Preto fut fondé peu de temps après. Angelo Osvaldo de Araújo Santos est maire de la ville depuis de nombreuses années. Il en est aussi l'homme le plus aimé. Au cours des 2 dernières décennies, il a tout mis en œuvre pour qu'Ouro Preto conserve son héritage historique sans pour autant sacrifier sa croissance économique. Mission accomplie. Depuis 1980, Ouro Preto est l'une des 3 villes les plus visitées du Brésil et figure sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Ouro Preto est une cité très attachante. Les habitants aiment profondément leur ville et il suffit de passer par ici, d'arpenter les rues pour tomber complètement sous son charme. C'est une ville trépidante, dynamique, et notre objectif est de parvenir à conserver cette vitalité et cette énergie tout en préservant les monuments historiques et l'identité culturelle de la ville. C'est là notre plus grand défi et c'est pourquoi nous faisons tout ce que nous pouvons depuis 8 ans pour concilier développement urbain, conservation du patrimoine historique et vie culturelle. Et nous sommes très satisfaits du résultat parce que la ville ici ne cesse d'embellir. Pour les voitures comme pour les piétons, circuler dans ces rues escarpées et de surcroît pavées relève du défi. Mais la vue sur cette exceptionnelle mosaïque de bâtisses coloniales de style baroque, de 11 églises et de 13 chapelles en vaut largement la peine. La plus belle d'entre elles est sans conteste l'église Saint-François d'Assise, un autre chef-d'œuvre de l'architecte et sculpteur Aleijadinho. Entamée en 1766, sa construction s'est étendue sur 2 décennies. La somptueuse fresque est signée par le condisciple de longue date d'Aleijadinho, le peintre le plus réputé de son temps, Manuel da Costa Ataíde. Elle est dominée par le rouge et le bleu, et les couleurs de l'école portugaise, tandis que sa Marie et ses anges présentent des traits mulâtres. Les 2 chairs de stéatite, qui est une roche très tendre, principalement composée de talc,
et le portrait de la Trinité qui surplombe l'autel sont des œuvres du maître Alay Jadiniou. Devant l'église, le marché perpétue l'héritage de cet artiste hors du commun. Oroupraitou et ses alentours comptent de nombreux ateliers qui font vivre cet artisanat. La stéatite, parce qu'elle est tendre, est facile à travailler. De nos jours, toutefois, il n'est pas rare d'avoir recours à des outils modernes pour dégrossir les pièces les plus imposantes. Les petites statues, en revanche, sont entièrement réalisées à la main. Tadeu Florindou, 48 ans, est le propriétaire de cet atelier. Héritier d'une longue tradition familiale, il est aujourd'hui considéré comme un maître de la sculpture sur stéatite. Il tient ce savoir-faire de son père et de son grand-père. En 1h30 à peine, il fait naître de ce petit bloc de roche la silhouette du prophète Daniel, reproduction de la statue créée par Alay Jadiniou pour l'église de Congonhas. Si Oroupraitou doit sa richesse à la présence d'or et de pierres précieuses dans son sous-sol, c'est aussi grâce à ses artistes qu'elle est devenue un véritable Eldorado de la culture et du savoir. La ville est une pépinière de talents. La notoriété du peintre Elias Leon s'étend bien au-delà des frontières du Brésil. Il ne se lasse pas de sillonner Oroupraitou et ses environs pour réaliser des esquisses qu'il immortalisera ensuite à la peinture à l'huile. Cet artiste sexagénaire vit et travaille à Mariana, à seulement 10 km du centre d'Oroupraitou. Après sa formation à l'université, il a suivi de nombreux cours de peinture en Europe, à Lisbonne et à Vienne notamment. Jamais abstrait, ces tableaux représentent des bâtisses et des scènes de rue. Son sujet de prédilection, les nombreuses processions qui sont organisées ici. Autre motif récurrent, un ciel brouillé. Il faut dire que le brouillard est fréquent dans la région. Elias Leon a terminé en un jour l'ébauche d'un tableau qui représentera un défilé de rue à Oroupraitou. À voir son atelier, on devine que l'artiste possède une autre corde à son arc, la sculpture. Ces dernières années, il s'est consacré à cet exercice avec un enthousiasme grandissant, et pas seulement à des fins commerciales. Je suis artiste peintre depuis très longtemps. J'ai commencé quand j'étais enfant. Il y a 12 ans, j'ai rejoint un groupe d'artistes de la ville qui a pour objectif de redonner vie aux œuvres baroques de la période minière. À la mort d'Alay Jadiniou, le baroque a presque disparu. J'ai voulu participer, moi aussi, à la renaissance de ce courant artistique. Au début, le groupe ne comptait que 6 artistes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 40 sculpteurs bien déterminés à œuvrer pour que le baroque de l'époque minière ne meure jamais. Elias Leon est l'un des plus grands artistes de la région d'Oroupraitou, aussi bien en tant que peintre qu'en tant que sculpteur. Les réserves d'or qui firent autrefois la richesse de la région sont depuis longtemps épuisées. Aujourd'hui, dans les mines à ciel ouvert, on ne cherche plus que des pierres précieuses, ainsi que du minerai de fer ou d'aluminium. Cette mine, située à quelques kilomètres seulement d'Oroupraitou, recèle des topazes. Pour ces deux jeunes gens, cette activité complémentaire est la bienvenue. Ils ont eu la chance de tomber sur une topaze impériale, une pierre précieuse que l'on ne trouve que dans la région.
ce qui fait d'elle la topaze la plus rare et la plus précieuse qui soit. La topaze impériale est très dure et sa structure est proche de celle du diamant. Il faut une dextérité incomparable pour la mettre en forme et la préparer à la taille. Ricardo Leberecht-Bauer taille des pierres précieuses depuis plus de 20 ans. C'est un spécialiste de la topaze impériale. Il commence par fixer la pierre sur son instrument grâce à une colle spéciale. La taille peut alors démarrer. Selon les dimensions de la pierre, la face supérieure comptera 20 à 25 facettes et la face inférieure 10 à 15 facettes. Nombre de visiteurs ne viennent à Ouro Preto que pour la topaze impériale. L'assurance de bonnes affaires pour le joaillier Carlos Henrique de Souza. Nous avons ici les topazes impériales. Elles vont du jaune au rouge foncé. Elles ont des teintes très variées. Cette bague, par exemple, coûte près de 10 000 €. Sur tout le présentoir, on a près de 100 000 € de bijoux. Niché au cœur de l'immense parc naturel de forêt atlantique, au sud d'Ouro Preto, se trouve le monastère de Caraça. Les premiers moines lazaristes arrivèrent ici en 1779. Entre 1820 et 1968, on y trouvait également une école monastique où quelques 5000 élèves ont pu recevoir un enseignement, parfois pour devenir prêtres. En 1968, le bâtiment a brûlé de fond en comble. Depuis 1980, le monastère est ouvert aux visiteurs qui peuvent y passer la nuit s'ils le souhaitent. La plupart sont des randonneurs venus profiter de cette nature vierge et sauvage. Ce champignon de couleur rouge qui s'accroche à l'écorce des arbres indique qu'ici, l'air n'est pas pollué. Les chemins de randonnée sont bien balisés, mais au monastère, il est toujours possible de s'offrir les services d'un guide. Ce parc de 110 km² est avant tout un havre de détente et de douceur. Le plus grand chien sauvage d'Amérique du Sud, le lobo guara, également appelé loup à crinière, ne dira pas le contraire. Il a élu domicile ici depuis de nombreuses générations, sous la protection du parc naturel. Avec un peu de chance, les randonneurs peuvent apercevoir des traces de pattes sur les chemins. Pour espérer le croiser, il faut passer la nuit sur place. On raconte qu'il y a une quarantaine d'années, les loups s'approchaient régulièrement du monastère pour voler des poulets. On envisagea de les abattre, mais un moine eut l'idée de les nourrir. Dès lors, ils sont devenus si familiers qu'aujourd'hui encore, quelques-uns de leurs descendants viennent chaque soir chercher à manger sur les terrasses du monastère. Il a fallu 10 ans et 100 jardiniers pour domestiquer et façonner la nature du parc Inhotim. Ce petit paradis de plus de 200 hectares est un musée à ciel ouvert qui abrite les tableaux et installations d'artistes contemporains venus du monde entier. Seule condition posée par le milliardaire Bernardo Paz, fondateur et propriétaire du parc, que les artistes soient de renommée internationale et que leurs œuvres ne puissent pas être exposées dans un musée classique. C'est le cas du Magic Square du Brésilien Helio Oiticica, ou bien des boules flottantes de la japonaise Yayoi Kusama, qui, ensemble, forment un immense miroir. Dans ce parc, même les bancs sont des œuvres d'art. Le kaléidoscope de la Four Eliasson met le paysage luxuriant de Minas Gerais sans dessus-dessous.
Le parc compte actuellement 20 pavillons qui accueillent des expositions en partie temporaires. Cette installation signée par l'Américain Matthew Barney représente l'affrontement entre Ogun, le dieu du fer afro-brésilien, et Osania, déesse de la forêt et des plantes. Amateur d'art ou pas, tout le monde peut apprécier ce parc. Cette œuvre, intitulée Trou Rouge, a été réalisée par le Brésilien Tunga. Le maître des lieux a bâti sa fortune grâce au fer et à l'acier. Lassé de l'industrie, Bernardo Paz a un jour décidé de tourner la page et de se consacrer à la création d'un jardin paysager avant de se rendre compte qu'il fallait aller encore plus loin. J'ai décidé de créer quelques pavillons artistiques et les premiers visiteurs sont arrivés. C'est en voyant leurs yeux briller à la découverte de cet endroit que je me suis dit qu'il fallait en faire profiter tout le monde et ouvrir cet espace au public. Quand j'évoque le mot public, je pense à excellence absolue. Je me dois d'être irréprochable. J'ai 62 ans et j'ai ma propre conception de la vie. Pour moi, ne vivre que pour soi n'a aucun intérêt. Le seul sens qu'on puisse donner à la vie en tant qu'humain, c'est d'œuvrer pour le bien de la société. Ce parc est-il un lieu dédié aux artistes ou plutôt à lui-même? Je condamne fermement tous ceux qui font les choses pour eux-mêmes, dans leur seul intérêt. Pour moi, c'est de l'égoïsme. Quant aux artistes, ils font partie de la société. J'ai fait ça essentiellement pour les enfants, parce que l'art contemporain est une forme d'éducation et profite à tout le monde. C'est un héritage que je veux laisser au Brésil. Je travaillerai jusqu'à la fin de mes jours pour faire valoir la méritocratie et aider le monde à vivre un peu mieux. Ce navire retourné est l'œuvre de l'Écossais Simon Sterling. Sa coque et son mât sont faits d'acajou, et l'œuvre elle-même est entourée d'acajou. Son mât, planté dans le sol, symbolise la valeur des ressources naturelles. C'est avec cette œuvre que notre voyage au cœur du Minas Gerais s'achève, après avoir commencé à toute vapeur, à bord d'un autre bateau, le Benjamin Guimarães. J'ai souvent l'occasion de partager ces moments avec des amis, comme lui, qui font le même métier. Aujourd'hui, Diamantina compte encore une quarantaine de chercheurs de diamants professionnels. Comme Belmiro Luis Nascimento, la plupart viennent tenter leur chance dans le lit du Ribeirão do Guinda. Nous sommes en train de préparer le sable que l'on a extrait dans la région, dans ces trous que l'on appelle des chaudrons. Ce sont des formations très particulières qui peuvent atteindre 4 mètres de profondeur. Le sable doit être préparé avant d'atteindre l'étape finale, le passage au tamis. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est une présélection. À l'instar de ses amis et collègues, Belmiro Luis Nascimento parvient à nourrir sa famille grâce à cette méthode traditionnelle et respectueuse de l'environnement. Les pierres sombres, plus lourdes, restent à la surface. C'est là que des diamants peuvent se dissimuler. Il y a quelques jours, Belmiro a fait cette magnifique découverte. Coupée du monde, Diamantina compte parmi les villes coloniales les moins visitées du Brésil, bien à tort.
Mais d'autres villes de Minas Gerais méritent aussi le détour. Contrairement à Diamantina, elles se trouvent tout au sud de Belo Horizonte, l'actuelle capitale de l'État. Leurs noms, Congonhas, Tiradentes et Ouro Preto. La suite du voyage le confirme. Le Minas Gerais n'a pas usurpé son rang de 3e État le plus riche du Brésil. Au cours des dernières décennies, d'immenses champs d'eucalyptus ont été plantés ici. L'eucalyptus est un arbre à croissance rapide. Il peut être abattu au bout de 7 ans seulement. Puis il repousse et peut être encore abattu 2 fois à 7 années d'intervalle. Les fourneaux des usines sidérurgiques et des fabriques d'aluminium sont alimentés par un charbon de bois fabriqué à partir de ces arbres. Mais cette industrie galopante nécessite le sacrifice de vastes portions de terre. La petite ville industrielle de Congonhas doit sa notoriété à l'œuvre d'Antonio Francisco Lisboa. Sous le colonialisme, il a été l'architecte et le sculpteur le plus créatif du Brésil. Il est plus connu sous le nom d'Aleijadinho, littéralement le petit infirme. Une grave maladie l'ayant privé des nerfs de ses membres, il fallait qu'il sculpte avec ses instruments attachés à ses mains. Ce handicap ne l'a toutefois pas empêché de réaliser les plus célèbres sculptures du Brésil. Les 12 prophètes, entièrement taillés dans la stéatite, se dressent aujourd'hui encore devant la basilique de Congonhas. Né en 1738, Aleijadinho était alors âgé de plus de 60 ans et déjà gravement touché par la maladie. Les ornementations du portail de la basilique du Bon Jésus ont été réalisées par un élève du grand maître. Les 6 chapelles du parvis, elles, sont signées Aleijadinho. Chacune d'entre elles abrite 1 ou 2 scènes de la Passion du Christ, toutes sculptées dans le bois. Ici, la scène. Cette bourse appartient à Judas, le traître. Prochaine étape, São João del Rei, dont le centre historique est également placé sous la protection des monuments. São João del Rei porte elle aussi la marque d'Aleijadinho. Le grand architecte y a réalisé la plus belle église de la ville. Mais son bâtiment le plus connu, c'est sans conteste celui de la gare. Il est le point de départ d'un autre voyage, lui aussi placé sous le signe de la nostalgie. Les visiteurs affluent surtout le week-end, parfois de très loin, pour emprunter la vieille voie ferrée qui mène jusqu'à Tiradentes. « 16 locomotives à vapeur se relaient 4 par 4. Ces vieilles dames, âgées de plus d'un siècle, sont toutes l'œuvre du fabricant américain Baldwin. Autrefois, ces locomotives fonctionnaient au bois d'eucalyptus. Aujourd'hui, elles marchent au diesel. Avec un écartement des rails de 76 cm, il s'agit d'un chemin de fer à voie étroite. Jadis, 700 km de rails parcouraient le Minas Gerais. De ce vaste réseau, ne subsistent plus que les 13 km qui séparent São João del Rei de Tiradentes. Le voyage inaugural de cette voie ferrée remonte à 1881.
À cette époque, l'industrie textile commence à s'implanter dans la région. Il est donc indispensable de développer le transport de marchandises. Il faudra attendre l'année 1990 et il est temps de retourner à bord. Dans les cuisines, on s'affaire à la préparation du déjeuner. C'est bien connu, les Brésiliens ont un bon coup de fourchette. Les deux cordons bleus, Cecilia Santiago dos Santos et Julia de Castro, font partie de l'équipage depuis des années. Malgré l'exiguïté des lieux, elles réalisent ensemble de véritables prouesses culinaires. Ces aumônières farcies, les pastéis, sont très appréciées et souvent servies en guise d'anca ou d'amuse-bouche. Au menu, un magnifique buffet composé de salades, de légumes, de riz, de pommes de terre, de poissons et de viande. Le repas de midi est en supplément, mais ce serait une erreur de s'en priver. Les cabines sont simples et fonctionnelles. Depuis quelque temps, les croisières de plusieurs jours se font rares pour le Benjamin Guimarães. Aujourd'hui, les croisiéristes veulent du confort haut de gamme. Le bateau étant classé monument historique, son propriétaire ne peut, à son grand regret, procéder aux aménagements nécessaires. Pour rencontrer le capitaine, une petite visite sur le pont s'impose. Il s'appelle Johan Waltermi Pereira Vargas et il est âgé de 47 ans. Je suis très fier d'être le capitaine du Benjamin Guimarães, parce que c'est un bateau unique en son genre. Moi, j'ai commencé comme marin et aujourd'hui je suis capitaine. C'est vous dire comme je suis fier. Il ne faut pas croire que la navigation va de soi avec tous ces bancs de sable. On manque de pluie en ce moment. Il faut rester très concentré parce que si on s'enlise ici, c'est difficile pour s'en sortir. Les eaux sont peu profondes à cette époque de l'année. Je dois rester vigilant, sinon ça peut être dangereux. Le prochain embarcadère, celui de São Romão, est déjà en vue. Cette petite ville typiquement brésilienne est située directement au bord du Rio São Francisco. 10 000 âmes vivent ici, dans de minuscules ruelles jalonnées de maisons bigarrées. On y trouve plusieurs églises. En effet, 90% des Brésiliens sont chrétiens, catholiques pour la plupart. Mais la petite ville possède également sa propre attraction, la plus ancienne église du Brésil. Candida Dionisia, qui se présente au poste de maire, s'est donné pour mission d'enseigner à la jeune génération l'importance de ces vieux murs. Elle explique aux enfants les origines de leur ville qui a commencé en 1719 avec la construction de l'église de Notre-Dame du Rosaire, qui est donc le plus ancien bâtiment de São Romão. Começou a ser construída a partir do ano de 1719, né? Então, a partir daí começa. Pour remonter le fleuve et regagner Pirapora, le bateau à vapeur doit déployer des efforts considérables. À son bord, les jeunes voyageurs sont ravis de leur journée. C'est magnifique. Regardez ce paysage, c'est superbe ici. C'est la première fois que je prends ce bateau. Il fait très beau, tout est parfait. C'est très agréable. On peut se détendre. C'est une sortie que je conseille à tout le monde. Ça permet d'échapper un peu au rythme effréné de la ville.
La découverte du 5e État du Brésil se poursuit en voiture. De part et d'autre de la route, la forêt atlantique s'étend à perte de vue. Diamantina se trouve à 5 heures de route de Pirapora. Comme son nom l'indique, il s'agit de la ville des diamants et de l'or. Diamantina est située à environ 1200 mètres d'altitude. Comme la plupart des villes minières, elle a été construite à flanc de coteaux. Ces 250 dernières années, Diamantina a peu évolué. En 1999, son centre historique a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bleu et blanc, les couleurs fétiches des colonisateurs portugais qui ont contrôlé le pays pendant près de 300 ans, jusqu'en 1821. L'actuelle population brésilienne est le résultat de plusieurs siècles de brassage ethnique entre les centaines de milliers d'esclaves et d'immigrants européens qui ont afflué dans le pays. Ce sont les chercheurs d'or et de diamants de jadis, les garimpeiros, qui ont fait la richesse de la ville. Belmiro Luiz Nascimento, 49 ans, perpétue la tradition héritée de ses ancêtres. Je suis chercheur de diamants, de profession et de cœur. Je suis très fier de faire partie intégrante de la ville de Diamantina, qui doit son nom et sa renommée à ces pierres magnifiques que l'on trouve dans la région. Ici, la recherche des diamants est tout un art. Ces pierres font le bonheur des rois et des reines du monde entier. C'est un honneur pour moi de perpétuer cette tradition vieille de 200 ans. Je fais partie de ce monde fantastique qui a permis la rencontre entre l'homme et le diamant. Notre famille a près de 2 siècles d'histoire. La meilleure façon de visiter l'état du Minas Gerais au Brésil, c'est d'emprunter les moyens de transport traditionnels. Un voyage à toute vapeur pour tous ceux qui affectionnent les locomotives anciennes et les bateaux d'époque. Les Brésiliens sont de grands nostalgiques, du moins dans leur manière de voyager. Sinon, comment expliquer leur engouement pour Pirapora, cité qui ne présente aucun attrait particulier? C'est que la vie de cette petite ville est étroitement liée au bateau de légende accosté sur le bord du fleuve São Francisco qui la traverse. Ce vieux vapeur porte le nom de Benjamin Guimarães. Il n'a pas pris une ride depuis un siècle et à condition d'être abondamment huilé et graissé, les multiples pièces de sa machinerie continuent à remplir vaillamment leur mission. Sa puissance de 120 chevaux vapeur actionne une roue à aube. Une fois mise en mouvement, la croisière peut commencer. En descendant le courant, ce vénérable bâtiment peut atteindre une vitesse de pointe de 18 km/h. À contre-courant, en revanche, elle ne va pas au-delà des 6 à 8 km/h. Le Brésil est le pays le plus vaste d'Amérique latine. L'État du Minas Gerais, situé au sud-est du territoire, a une superficie supérieure à celle de la France. C'est dans le sud de cet État que le Rio São Francisco, l'un des principaux fleuves du pays, prend sa source, avant de remonter vers le nord-est du Brésil et de se jeter dans l'océan Atlantique. La chaudière de ce bateau à vapeur, qui parcourt le fleuve depuis 1920, consomme 1 mètre cube de bois d'eucalyptus par heure, de quoi donner du fil à retordre aux 2 hommes chargés de l'approvisionner. Pour transformer l'eau du fleuve en vapeur, il faut une température de 840 degrés.
À 60 ans révolus, le premier chauffeur, Francisco Amancio, a de quoi être fier de son travail. Il y a 20 ans, je travaillais pour la Franav, l'entreprise qui possédait le Benjamin Guimaraes. Maintenant, je travaille pour la municipalité de Pirapora, qui organise les sorties touristiques à bord du bateau. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille ici, et j'espère continuer encore longtemps. J'aime beaucoup mon métier et mes collègues. J'aime énormément ce que je fais. En 1913, le vapeur réalise son voyage inaugural sur le Mississippi. Il circule pendant quelques années sur l'Amazone, jusqu'à ce qu'une entreprise de Pirapora le rachète en 1920. Depuis, il navigue exclusivement sur le Rio São Francisco et porte le nom de son acquéreur de l'époque, Benjamin Guimaraes. Les croisières durent au moins une journée, parfois plusieurs. Une cuisine et 12 cabines sont prévues pour accueillir les voyageurs. Une fois à bord, il n'y a plus qu'à savourer le calme et se laisser porter au gré du paysage qui défile. Le bateau lui-même vaut le coup d'œil. Lorsque les machines sont en marche, les deux hommes chargés de l'alimenter n'ont pas de temps à perdre, même s'ils se réservent toujours un moment pour faire découvrir aux plus curieux les mécanismes d'une autre époque. Tout comme ses collègues, Jason Batista Ferreira se passionne pour les vieilles machines. J'occupe ce poste depuis 1976. J'ai suivi une formation de machiniste, puis de machiniste en chef. C'est le poste le plus élevé. Je suis très fier de travailler sur une machine aussi ancienne. Elle tourne à merveille. Mon arrière-grand-père travaillait déjà sur ce moteur, au même poste que moi. Il était machiniste en chef, comme mon oncle. Maintenant, j'ai pris le relais. C'est un bateau magnifique qui fait partie du patrimoine historique. Et c'est un plaisir de travailler à son bord. Au bout de 2 heures de voyage, le premier embarcadère est en vue. Après des mois de sécheresse, le niveau du Rio São Francisco est au plus bas. Accoster n'est pas chose facile, surtout avec un bateau de 200 tonnes dont le tirant d'eau fait 1,5 mètre. Mais les 12 membres de l'équipage ont l'habitude. Après quelques minutes de manœuvre très élaborées, les passagers peuvent mettre pied à terre. À quelques mètres de la rive, la basilique Bon Jésus de Matosinhos, l'une des principales attractions qui jalonnent le fleuve. Le spectacle ne manque pas de fasciner les jeunes explorateurs. Il faut dire que la vision de cette bâtisse, construite au milieu du XVIIIe siècle et dont les ruines sont portées par l'enchevêtrement des racines d'un seul arbre, a de quoi impressionner. Le guide du bateau explique que cette église a été érigée par des esclaves africains, comme beaucoup d'autres datant de cette époque. Aujourd'hui, plus personne ne saurait dire si la construction a pu être achevée. Une chose est sûre, même si ce gamelleira, cet arbre de la famille des ficus qui pousse précisément là, n'est que le fruit du hasard, l'effet est garanti. Un dernier coup d'œil à la chaire encore bien conservée pour que la voie ferrée soit ouverte au transport de voyageurs. Maria Fumaça, les maris fumants. C'est le surnom affectueux que les habitants de la région ont donné à ces locomotives. 1 heure suffit à traverser la vallée de la Serra de São José, un des plus anciens sites d'extraction de l'or au Minas Gerais. Un voyage plutôt confortable, à bord d'un train qui dépasse rarement les 30 km/h.
L'aller-retour coûte environ 17 €. Place assise garantie. Depuis que le train va jusqu'à Tiradentes, le nombre de visiteurs a doublé. Je n'avais jamais fait un voyage comme celui-là avant. Pourtant, j'ai déjà fait des tas de voyages en train au Brésil. J'aime tout ce qui est ancien et c'est formidable de voyager comme on le faisait à l'époque et de découvrir tous ces types d'architecture différents. On se croirait à une autre époque. On a l'impression d'avoir fait un voyage dans le passé. C'est une sortie très agréable. À environ 2 km de Tiradentes, le train traverse un pont d'une centaine de mètres, le plus long du trajet. En gare de Tiradentes, le conducteur annonce son arrivée avec force klaxon. En l'absence de barrière au passage à niveau, c'est plus prudent. Une journée animée attend les visiteurs dans la ville coloniale. De son côté, le conducteur de la locomotive a tout juste le temps de souffler. Je m'appelle Alexandre Augusto. Ça fait 10 ans que je conduis la Maria Fumaça. Je transporte des touristes entre Saint-Jean del Rey et Tiradentes. Je suis très fier de travailler avec cette locomotive qui vient de fêter ses 100 ans. Le métier de conducteur de locomotive à vapeur est rare de nos jours. Mais grâce à ce train, on maintient la tradition et l'existence de notre profession. Tous les enfants et tous les adultes que l'on transporte sont fascinés par le fonctionnement de cette locomotive centenaire, encore en parfait état de marche. On va lui faire demi-tour. Entièrement effectuée à la main, cette manœuvre demande une bonne dose de doigté, mais également de la force. Paysage de carte postale et charme colonial. Deux attraits qui ne se marient jamais aussi bien qu'à Tiradentes. Perchée à 1000 mètres d'altitude, cette petite ville compte 7000 habitants. À l'origine, Tiradentes s'appelait Arraial da Ponta do Morro, littéralement « petit village sur la colline ». À la fin du XVIIIe siècle, elle a été renommée en l'honneur du chef du premier grand mouvement indépendantiste du Brésil. Exécuté par la couronne portugaise, Tiradentes reste considéré comme un héros national. Le soir venu, autochtones et visiteurs se retrouvent sur la place du marché pour finir la journée en beauté. Après tout, que serait le Brésil sans la samba? Golaço enfigurado e arremata o ponto, vazando argumentos, arrancado e meio tonto. Remonto os cacos de telha da minha paz, enrolo a minha vida num carretel quebrado de pipa, mas faz assim mesmo que o pensamento não crê. Sou rio desencapado de outros carnavais. Golaço enfigurado e arremata o ponto, vazando argumentos, arrancado e meio tonto. Le soleil se couche sur la route qui mène vers Ouro Preto, le joyau colonial du Minas Gerais. Situé au pied d'une chaîne de montagnes qui culmine à 1200 mètres,
c'est la ville historique aux rues les plus escarpées de tout l'État. Une légende raconte les origines de son nom qui signifie « or noir ». À la fin du XVIIe siècle, dans un cours d'eau tout proche, un aventurier découvrit quelques éclats d'un étrange métal noir. Il s'avéra qu'il s'agissait d'or et que ce gisement était le plus important du nouveau continent. Oru Pretu fut fondé peu de temps après. Angelo Osvaldo de Araújo Santos est maire de la ville depuis de nombreuses années. Il en est aussi l'homme le plus aimé. Au cours des 2 dernières décennies, il a tout mis en œuvre pour qu'Oru Pretu conserve son héritage historique sans pour autant sacrifier sa croissance économique. Mission accomplie. Depuis 1980, Oru Pretu est l'une des 3 villes les plus visitées du Brésil et figure sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Oru Pretu est une cité très attachante. Les habitants aiment profondément leur ville et il suffit de passer par ici, d'arpenter les rues pour tomber complètement sous son charme. C'est une ville trépidante, dynamique, et notre objectif est de parvenir à conserver cette vitalité et cette énergie tout en préservant les monuments historiques et l'identité culturelle de la ville. C'est là notre plus grand défi et c'est pourquoi nous faisons tout ce que nous pouvons depuis 8 ans pour concilier développement urbain, conservation du patrimoine historique et vie culturelle. Et nous sommes très satisfaits du résultat parce que la ville ici ne cesse d'embellir. Pour les voitures comme pour les piétons, circuler dans ces rues escarpées et de surcroît pavées relève du défi. Mais la vue sur cette exceptionnelle mosaïque de bâtisses coloniales de style baroque, de 11 églises et de 13 chapelles, en vaut largement la peine. La plus belle d'entre elles est sans conteste l'église Saint-François d'Assise, un autre chef-d'œuvre de l'architecte et sculpteur Aleijadinho. Entamée en 1766, sa construction s'est étendue sur 2 décennies. La somptueuse fresque est signée par le condisciple de longue date d'Aleijadinho, le peintre le plus réputé de son temps, Manuel da Costa Ataíde. Elle est dominée par le rouge et le bleu, et les couleurs de l'école portugaise, tandis que sa Marie et ses anges présentent des traits mulâtres. Les 2 chaires de stéatite, qui est une roche très tendre, principalement composée de talc, et le portrait de la Trinité qui surplombe l'autel, sont des œuvres du maître Aleijadinho. Devant l'église, le marché perpétue l'héritage de cet artiste hors du commun. Oru Pretu et ses alentours comptent de nombreux ateliers qui font vivre cet artisanat. La stéatite, parce qu'elle est tendre, est facile à travailler. De nos jours, toutefois, il n'est pas rare d'avoir recours à des outils modernes pour dégrossir les pièces les plus imposantes. Les petites statues, en revanche, sont entièrement réalisées à la main. Tadeu Florindu, 48 ans, est le propriétaire de cet atelier. Héritier d'une longue tradition familiale, il est aujourd'hui considéré comme un maître de la sculpture sur stéatite. Il tient ce savoir-faire de son père et de son grand-père. En 1h30 à peine, il fait naître de ce petit bloc de roche la silhouette du prophète Daniel, reproduction de la statue créée par Aleijadinho pour l'église de Congonhas. Si Oru Pretu doit sa richesse à la présence d'or et de pierres précieuses dans son sous-sol, c'est aussi grâce à ses artistes qu'elle est devenue un véritable Eldorado de la culture et du savoir. La ville est une pépinière de talents. La notoriété du peintre Elias Leon s'étend bien au-delà des frontières du Brésil. Il ne se lasse pas de sillonner Oru Pretu et ses environs,
pour réaliser des esquisses qu'il immortalisera ensuite à la peinture à l'huile. Cet artiste sexagénaire vit et travaille à Mariana, à seulement 10 km du centre d'Ouro Preto. Après sa formation à l'université, il a suivi de nombreux cours de peinture en Europe, à Lisbonne et à Vienne notamment. Jamais abstrait, ces tableaux représentent des bâtisses et des scènes de rue. Son sujet de prédilection, les nombreuses processions qui sont organisées ici. Autre motif récurrent, un ciel brouillé. Il faut dire que le brouillard est fréquent dans la région. Elias Leyon a terminé en un jour l'ébauche d'un tableau qui représentera un défilé de rue à Ouro Preto. À voir son atelier, on devine que l'artiste possède une autre corde à son arc, la sculpture. Ces dernières années, il s'est consacré à cet exercice avec un enthousiasme grandissant, et pas seulement à des fins commerciales. Je suis artiste peintre depuis très longtemps. J'ai commencé quand j'étais enfant. Il y a 12 ans, j'ai rejoint un groupe d'artistes de la ville qui a pour objectif de redonner vie aux œuvres baroques de la période minière. À la mort d'Alei Jadinho, le baroque a presque disparu. J'ai voulu participer, moi aussi, à la renaissance de ce courant artistique. Au début, le groupe ne comptait que 6 artistes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 40 sculpteurs bien déterminés à œuvrer pour que le baroque de l'époque minière ne meure jamais. Elias Leyon est l'un des plus grands artistes de la région d'Ouro Preto, aussi bien en tant que peintre qu'en tant que sculpteur. Les réserves d'or qui firent autrefois la richesse de la région sont depuis longtemps épuisées. Aujourd'hui, dans les mines à ciel ouvert, on ne cherche plus que des pierres précieuses, ainsi que du minerai de fer ou d'aluminium. Cette mine, située à quelques kilomètres seulement d'Ouro Preto, recèle des topazes. Pour ces deux jeunes gens, cette activité complémentaire est la bienvenue. Ils ont eu la chance de tomber sur une topaze impériale, une pierre précieuse que l'on ne trouve que dans la région, ce qui fait d'elle la topaze la plus rare et la plus précieuse qui soit. La topaze impériale est très dure et sa structure est proche de celle du diamant. Il faut une dextérité incomparable pour la mettre en forme et la préparer à la taille.